Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Parce que dans plusieurs villes de ce pays, ce qui se passe la nuit, ce sont des ratonnades. Des gens d'extrême droite, des gens avec des croix gammées qui ont tatouées sur le corps et les mêmes qui se font agresser par leur appareil photo en train de faire des saluts nazis. Je serai content quand tu seras mort, et canaille. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Ça peut pas être la dernière. 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 Nous sommes en guerre. Et oui, nous sommes en guerre, hein. Le cri lancé par Emmanuel Macron il y a déjà 4 ans. C'était le Covid à l'époque. Mais comme vous savez, depuis, Russie-Ukraine, et puis tout est devenu guerre, hein. Et les élections, etc. Et on parle même, le président de la République lui-même a parlé de guerre civile, de danger de guerre civile. Mais où en est-on? Comme vous le savez, dimanche, 2e tour des élections. On va voter, dernier tour. Les jeux sont faits. On ne sait pas encore. Rien ne va plus. On ne sait pas encore. On le saura dimanche soir. Mais en attendant, on va parler de l'état de la France. De l'état, de ce que révèle, de ce miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau. Et on va en parler justement de quelqu'un, d'un corps qu'on n'entend pas, et pour cause. Et pour cause, ça s'appelle la Grande Muette. C'est l'armée. L'armée, les militaires n'ont pas droit à la parole. Pour des raisons effectivement institutionnelles, dont on peut discuter. Mais enfin, pour le moment, il n'a pas droit à la parole. En revanche, les anciens militaires, ceux qui sont à la retraite, eux, ont droit à la parole. Et on va être avec Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ancien capitaine de gendarmerie, et qui, je le rappelle, on l'a reçu déjà à plusieurs reprises, est président de Place d'Armes, et l'auteur de cette tribune dite des généraux qui avait fait beaucoup parler d'elle il y a 2 ans. Et puis on va parler aussi de ce qui se passe, vous voyez, c'est loin, est-ce que c'est si loin de ça? Ce qui se passe en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Éric Tegner, le journaliste Éric Tegner, revient d'Afrique du Sud et il a enquêté sur le sort des fermiers blancs en Afrique du Sud en ce moment. On est très loin de Nelson Mandela et on est très près d'un certain nombre de massacres très préoccupants. Oui, c'est loin l'Afrique du Sud. Rien n'est loin aujourd'hui, comme vous le savez. Et puis, évidemment, on va parler des perles, des huées, des bravos, quelques délires magnifiques quand même. On en a eu hier, avant-hier, etc. Sur les modes préélectoraux quand tout le monde dit n'importe quoi et que ça passe crème. Oh, vous savez, c'est le temps d'une salivation, c'est pas très grave. Et puis on va recevoir en seconde partie d'émission, on va aussi parler de l'état de la France avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et oui, Daniel Guichard, le chanteur Daniel Guichard. Et on va parler aux citoyens Daniel Guichard, on va parler aux Français Daniel Guichard, qui a beaucoup de choses à dire, au-delà des chansons, au-delà de très belles chansons, sur l'état de notre pays. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est un corps, une institution, et quelle institution qu'on n'en a pas beaucoup entendu, et pour cause, dans cette période électorale qui avait commencé avec les élections européennes, qui se continue avec les élections législatives, et ce corps, c'est évidemment l'armée. Et je crois que l'armée, enfin, franchement, vous le savez, je crois que tout le monde est d'accord, a autant des choses à dire que d'autres, effectivement, dans ce qui se passe et qui est fondamental, quand même, pour la France, parce que je répète, et je le dis, abstention, piège à con, surtout en ce moment. Alors, l'armée, c'est la Grande Muette, elle n'a pas le droit de parler, hein, quand on est officier d'active ou même soldat ou sous-officier. En revanche, les anciens militaires, eux, peuvent parler et non seulement ils ont le droit, mais le devoir de parler. C'est ce qu'a pris Jean-Pierre Fabre-Bernadac, qui est ancien capitaine de gendarmerie, je le rappelle, auteur de la tribune dite des généraux, qui avait beaucoup de bruit il y a 2 ans et encore maintenant, et qui est président de Place d'Armes, effectivement, qui réunit un certain nombre de civils et de militaires. Alors, Jean-Pierre Fabre-Bernadac,
qu'est-ce qui vous a amené à dire aujourd'hui, là on est dans l'entre-deux tours, dimanche on vote, au-delà de cela, quels sont les enjeux et qu'est-ce qui vous a amené à venir prendre la parole ? Alors d'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur Berkoff, de m'inviter. Alors vous savez, vous avez parlé de la Grande Muette. C'est vrai, quand on est d'active, on est dans la Grande Muette. Mais quand on est à la retraite, on devient à ce moment-là un vieux grognard. Et en fin de compte, c'est ce que nous sommes, c'est ce que je suis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vois qu'une situation est en train de pourrir, quand je vois qu'une situation est dramatique, eh bien, j'estime qu'il faut que nous puissions râler et en même temps que nous puissions acter de notre parole. Ouais. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi la structure militaire peut parler. Vous savez, nous suivons notre drapeau. Nous avons un drapeau sur lequel il est écrit « Honneur et patrie ». Alors, je vais disséquer ces deux noms. Honneur, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique, quand je vois les magouilles, les malhonnêtetés, les tergiversations, j'avoue que j'ai du mal avec ce mot honneur. Patrie. Il n'est pas très bien traité, cet honneur. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Patrie, pays de nos pères, le mot patrie vient de pater, on en parle de moins en moins. Et puis, quand on en parle, qu'est-ce qui se passe ? On voit des manifestations, on voit des tas de drapeaux, mais pas de drapeau tricolore. On voit des manifestations où lorsqu'il y a un drapeau tricolore, on l'arrache et on le piétine. Donc à partir de là, ces deux notions étant bafouées, qui sont pour nous fondamentales, qui nous tiennent au cœur, nous avons décidé de nous exprimer. Parce que je crois que c'était pas possible de laisser ça. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, elle est plus ironique. Vous avez parlé tout à l'heure de la lettre d'il y a 3 ans. C'est plus 2 ans, c'est 3 ans. Et je voudrais reprendre la dernière phrase. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, nous parlions de la guerre civile. Et qu'est-ce qu'on nous a dit ? Comment ? C'est scandaleux, vous parlez de guerre civile. Mais c'est pas vrai tout ça. Mais on va vous condamner. Factieux. Vous êtes des factieux, évidemment. Hein. Les généraux en charentaise, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'a dit le président de la République ? C'est lui qui parle. C'est lui qui parle de guerre civile. Et pourtant, je vais vous dire, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore à la guerre civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins activiste que lui. Je crois simplement qu'en effet, nous sommes dans une période explosive. Mais ça, la guerre civile, attention, je crois qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose de beaucoup plus grave et qui va, pour moi, qui risque d'arriver si un certain nombre de choses ne sont pas comprises et ne sont pas appliquées. Voilà. Alors lesquelles ? Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, justement, de l'état des lieux, qu'est-ce qui ne va pas pour vous, et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bien, quand vous avez une situation extrême, vous devez avoir des mesures extrêmes. Or, cette situation, on le voit tous les jours. Cette situation est extrême parce que le peuple, qui est quand même l'aspect fondamental, et une armée, elle sert un pays, mais à travers ce pays, elle sert un peuple. Elle défend le peuple, normalement, c'est comme ça. Non, plus que normalement. Pour moi, c'est une évidence, même c'est une logique. Eh bien, vous avez ceci qui se passe. C'est que ce peuple, on a l'impression qu'on veut pas l'entendre. Ce peuple, on a l'impression qu'on veut le dissoudre. Pourtant, ce peuple, il s'est exprimé, il est majoritaire dans tous les sondages. Je vous rappelle d'ailleurs que la lettre dite des généraux, oui. Cette lettre, 58% des Français étaient d'accord déjà. Donc, on a l'impression que tout ceci n'existe pas. Et ça me choque profondément. C'est-à-dire que, en fin de compte, est-ce que ces élections sont utiles ? Est-ce que ces élections existent véritablement quand on voit tout ce qui s'y passe ? Ou ce qu'on veut, c'est que nous fermions les yeux et que nous arrivions de nouveau à ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Jean-Pierre Fabre-Bernard, vous voulez dire que quelque part vous avez le sentiment, depuis cet entre-deux-tours, depuis le premier tour, est-ce que vous n'êtes peut-être pas le seul, je pense, qu'une partie des Français ont le sentiment qu'on veut leur voler ces élections ? Je pense qu'en effet, il y a une partie des Français qui n'en peuvent plus, qui sont, si vous voulez, c'est dramatique pour des gens qui n'ont que ça. Ils ont une seule chose dans laquelle ils peuvent s'exprimer, c'est le vote, c'est mettre un bulletin dans l'urne. Oui, parce que le référendum, c'est fini. Le référendum est fini. Et donc, par conséquent, ils mettent ce bulletin dans l'urne,
et on leur dit, ah non, là, attendez, vous avez mal voté, nous, on va tripatouiller tout ça, et on va arriver à autre chose. Et ça, c'est assez grave. Et d'ailleurs, j'ai relevé ça, et si vous permettez, je vais le dire, je voudrais m'exprimer pour tous les électeurs, et leur dire ceci. Je voudrais leur dire, en gros, n'ayez pas peur, comme l'a dit le pape Jean-Paul II. Ouais. Je voudrais... bien, vous avez de bonnes références. Mais je vous remercie. Vous, le peuple des campagnes, vous de la France périphérique, n'ayez pas peur. Vous qui croyez aux liens familiaux, à notre culture, à la beauté de notre langue, n'ayez pas peur. Vous qui croyez aux racines millénaires, n'ayez pas peur. Vous qui croyez à la vérité des faits et des actes, n'ayez pas peur. Au contraire, exprimez-vous. Et je crois que c'est ça, parce que je le sens, cette peur chez les gens. Il y a une peur de dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va dire de ceci? Une peur de s'exprimer. Ah, une peur de c'est s'exprimer. Ce qu'on appelle la majorité silencieuse pour vous. Alors voilà, c'est la majorité silencieuse. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que cette majorité silencieuse, elle devienne la majorité visible. C'est pour ça que nous avons un certain nombre d'idées au-delà des élections. Par exemple. Alors, je vais vous donner cette idée. Cette idée, c'est de créer des comités de vigilance patriotique. Dans chaque canton, se dire que puisque on vous écoute pas, eh bien, au moins vous vous réunissez et vous êtes visible. Vous voyez, oui, je pense comme toi. Je pense qu'il y a des problèmes. Je pense qu'en effet, il y a une insécurité croissante. Attends, il y a une immigration. Je voudrais éclaircir. Vous ne parlez pas de milice parce que on dit comité de vigilance, ça fait tout de suite. Je vous ai dit, c'est un problème de visibilité. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. Que les gens sont là pour regarder ce qui se passe. Ces gens qui, d'une certaine manière, qu'on n'écoute pas, puissent à un moment donné se retrouver et se dire que, vous comprenez, le problème de ces gens, c'est que ce sont souvent des gens simples, mais des gens loyaux, des gens francs. Et de l'autre côté, vous avez des universitaires, vous avez des artistes, vous avez des gens... Des experts. Des gens de la pensée, vous voyez. Et c'est vrai qu'ils peuvent complexer par rapport à ça. Et moi, ce que je veux leur dire, c'est ne complexez pas. Retrouvez-vous entre vous, parce que vous êtes la logique. Et la logique même, c'est le fondement même de la réalité et de la vérité. Le bon sens. Le bon sens paysan, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces comités sont essentiels. C'est la première chose, qu'ils se revoient, qu'ils se parlent entre eux. Et puis, à partir de là, à partir du moment où ils sont soudés, eh bien qu'ils se disent qu'il y a une vigilance à avoir vis-à-vis de l'insécurité, vis-à-vis de notre identité et de notre souveraineté. Et je pense que je vais vous prendre un exemple. Si demain il y a un certain nombre de faits qui leur passent par-dessus. Par exemple, il y a des endroits où on met un certain nombre d'immigrés sans demander l'avis. Eh bien, je pense que ça serait normal que ces comités aillent voir le maire et disent, nous voulons un référendum municipal, c'est ce qui s'est passé à Calac et ailleurs. Voilà. Dans ça, il faut le généraliser. Il faut que ces gens retrouvent la notion de se dire, ce n'est pas suffisant, les partis politiques. Les partis politiques peuvent faillir et souvent le font. On voit les tripatouillages qui permettent de faillir. Et c'est ça qui me paraît important. C'est qu'à un moment donné, ceux-ci se retrouvent. Donc, nous allons créer ces comités. Et ce que je demande aux gens, je vais leur donner une adresse de site, qui est notre site. Oui. Et je leur demande à ce moment-là, à partir du lundi 8, les choses ne sont pas finies. Non seulement elles ne sont pas finies, mais elles commencent. Et d'à ce moment-là, d'être à l'origine de ces comités de vigilance. Alors, notre site est très simple, c'est place-du-6 armes.fr, armes au pluriel. Place-du-6 armes au pluriel. Armes au pluriel. Oui. .fr. Et ce que nous leur proposons, c'est de se souder, c'est de ne pas rester de simples votants, si vous voulez, d'être dans la légalité, de jouer un acte, de jouer une partition. Ce que vous leur proposez, c'est d'être des citoyens actifs. D'être visibles. D'être des citoyens visibles, parce que pour l'instant, ce sont des citoyens invisibles. Et moi, je le vois. J'arrive de coins je ne suis pas de Paris, là. J'arrive du Sud. Et si vous voulez, on voit bien que les gens se regardent, les gens hésitent pour parler. Et puis, à un moment donné, quand ils parlent, ils sont tout heureux de voir qu'ils ont une même conception de leur pays, une même conception de la nation. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça ressoude les liens. Il faut qu'on ressoude ces liens. C'est essentiel.
Et donc, ils ne parlent pas, parce que vous le disiez un peu, parce qu'ils ont peur de s'exprimer, mais vous avez l'impression, donc, il y a une France un peu figée aujourd'hui, à la fois qui en a ras-le-bol quelque part chez certains, figés, et tous les éléments, je ne dirais pas, j'espère qu'il n'y aura jamais de guerre civile, mais tous les éléments sont réunis pour l'affrontement quand même. Tous les éléments sont réunis pour l'affrontement parce que on n'applique pas ce que veulent les gens. De toute façon, vous savez, c'est un peu comme la cocotte minute. Si vous bouchez tous les trous, à un moment donné, elle explosera. Vous pouvez toujours essayer. Ah oui, c'est vrai que je bouche ceci, cela. Regardez comme c'est beau. Il se passe rien. Oui, il se passe rien. Mais dans 2 heures, 3 heures après, à un moment donné, ça va exploser. Bien là, c'est pas 2 ou 3 heures après. C'est peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais à un moment donné, ça explosera. On peut pas casser et tordre le peuple. C'est pas possible. Oui, il peut se laisser maltraiter pendant un certain temps. Mais à un moment donné, il y aura une révolte. On l'a toujours vu dans l'histoire de France. Les exemples voilà. Sont là, c'est vrai. Voilà. En tout cas, je retiens le site, donc, place-du-6, armes, au pluriel, .fr. Place-du-6 armes au pluriel .fr. Et la création de ces comités qui sera d'une certaine manière une continuation de l'élection sur un autre point et cette notion de visibilité à laquelle je tiens. Voilà. Merci Jean-Pierre. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. On suivra cette activité. Écoutez, vous viendrez nous en volontiers parler. Et j'espère que je croise les doigts pour que tout ceci fonctionne. Merci. À bientôt. À bientôt. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, on quitte la France. On quitte un moment la France et on va très loin. On va en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle est loin. Personne aujourd'hui n'est loin. Tout est prêt. On va parler de ce qui se passe en Afrique du Sud avec Éric Tegner et Livre Noir Frontières. À tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. D'Afrique du Sud, l'hymne national d'Afrique du Sud. Afrique du Sud, pendant très longtemps, on a parlé évidemment de ce régime terrible et atroce qui s'appelait l'apartheid, qui signifie séparation en Afrikaans, qui était la langue des colons sud-africains dérivée du hollandais, comme on sait, principe d'organisation sociale fondée sur la séparation des races. Et l'apartheid a duré en Afrique du Sud a été mise en place en 1948 et a pris fin en 90 avec les libérations de Nelson Mandela. Et en 93, comme vous le savez, Nelson Mandela était élu président d'Afrique du Sud. Et Nelson Mandela, lui, c'était un très grand homme aussi, un des grands hommes de ce temps, de ce XXe siècle. Et lui, il avait effectivement dit et prôné la réconciliation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis, il s'est passé des choses assez spéciales, on peut le dire. Après, effectivement, l'horreur de l'apartheid, il y a eu d'autres choses qui sont aussi atroces. Quand je dis aussi atroces, je ne dis pas que je fais équivaloir avec l'apartheid. Mais Éric Tegner, vous êtes journaliste, vous êtes président de Livre Noir qui devient Frontières, et vous publiez déjà, c'est en ligne, sur votre site, un journal qui paraîtra en papier le 18 juillet. Vous êtes allé en Afrique du Sud. Bonjour André, effectivement, je m'y suis rendu donc il y a un peu plus de 2 semaines. J'y ai passé 3 semaines sur place, pour la simple et bonne raison que depuis quelques années, j'entendais un petit bruit qui disait que finalement cette société arc-en-ciel voulue par Nelson Mandela après la fin de l'apartheid, qui évidemment était souhaitable et heureuse en 1994, bien sûr, il y avait une sorte de nouvel apartheid à l'envers qui était en place. On entendait parler de meurtres de fermiers blancs, on entendait parler également de blancs jetés dans les bidonvilles. Et donc honnêtement, je me suis posé la question en me disant est-ce que c'est pas un peu complotiste ? On sait qu'il y a 3 ans, Donald Trump et Elon Musk avaient tweeté sur ce sujet.
Mais à chaque fois que j'écoutais la radio, notamment France Culture, parce qu'il y a eu les élections justement cette année en Afrique du Sud, tout le temps on parlait de cette société du free speech, de la démocratie, mais jamais de cette question de justement de ces Afrikaners blancs. Ils sont 2 700 000 aujourd'hui en Afrique du Sud. Oui, ils sont près de 3 millions actuellement. Près de 3 millions, ouais. Exactement. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé avec mon équipe de partir sur place justement pour enquêter pendant 3 semaines. Vous êtes allé où exactement alors on a fait toute l'Afrique du Sud. On est parti de Johannesburg, on a terminé au Cap et on a abordé notre enquête sous 3 volets. D'abord, on a voulu aller aborder cette question justement des fermiers blancs. En fait, depuis 1994, il y a près de 3000 fermiers blancs avec leurs familles qui ont été assassinés. Et donc c'est sûr, ça sont des chiffres vérifiés. Ça, ce sont des chiffres vérifiés qui ont été certifiés. Ce qui aujourd'hui est mis en cause plutôt par d'autres médias, par également le gouvernement, c'est de dire que finalement c'est juste en raison de l'ultra-violence de l'Afrique du Sud et non en raison d'un racisme anti-blanc. Et donc j'ai voulu y aller pour voir. Et non en raison d'une vengeance de l'apartheid en disant voilà, vous nous avez colonisés, vous nous avez massacrés. Il faut se rappeler Soweto quand même. Je dis pas pour faire l'avocat mais pour dire, est-ce que c'est un réflexe de vengeance, c'est quoi alors, Éric Tegner? Alors c'est assez simple. Il faut savoir que en Afrique du Sud, il y a un parti politique, je dirais d'extrême gauche, c'est un peu comme la France insoumise en France, qui s'appelle l'EFF. Et le leader de ce parti, justement, chante très régulièrement, et encore pendant ces élections, un chant qui s'intitule « Kill the Boers », c'est-à-dire tuer justement les Afrikaners. The Boers, justement, c'était le nom qui était donné aux Afrikaners il y a un siècle par les Britanniques lorsqu'ils étaient venus coloniser l'Afrique du Sud. Et donc, en permanence, il y a un discours ambiant, un appel au meurtre. Et aujourd'hui, ces gens qui font ça ne sont jamais arrêtés. Également, on peut voir que ce ne sont pas seulement des vols qui sont faits contre les fermiers blancs. Au niveau des attaques, il y en a presque une par jour. Et il y a un assassinat par semaine. 3000 assassinats du coup depuis 1994. Et ce ne sont pas juste les hommes, ce sont énormément aussi les enfants. Cette année, le plus jeune, il avait 14 ans par exemple. Ce sont des femmes également qui sont assassinées. Et il y a une violence qui est énorme. C'est-à-dire que lorsque j'y étais justement, j'ai pu... c'était un moment où il y avait eu un assassinat qui avait été justement produit, et donc où la femme avait été assassinée aux côtés de son mari, et elle avait été jetée justement dans l'endroit des toilettes et des détritus. Il y a également des viols qui sont répertoriés. Donc il y a une haine. Il y a également des assassinats qui sont faits alors qu'il n'y a pas justement de vol qui est répertorié. Et moi, tous les fermiers, parce que du coup j'ai passé beaucoup de temps, je suis allé dans le salon de l'agriculture un peu africain, c'est-à-dire le Nampo, où j'ai un Nampo justement, donc près de Johannesburg, à 1 heure de cette ville. Et donc là j'ai pu rencontrer des dizaines et des dizaines de fermiers. Et moi je venais avec ma question parce que honnêtement je savais pas justement si c'était vraiment du racisme anti-blanc. Et je leur demandais tous, ils étaient tous terrorisés. Ils considéraient justement qu'une partie de cette frange justement des personnes au pouvoir, ils disaient pas que c'est tous les noirs en Afrique du Sud, mais avaient une haine contre eux justement et les attaquaient. Et il faut comprendre que ces fermiers en Afrique du Sud aujourd'hui, ils ne font pas confiance dans la police, ils ne font pas confiance dans la justice aujourd'hui, et ils ont dû s'organiser. Ils se sont organisés une contre-société. Moi j'ai passé du temps parce que j'ai vécu notamment dans certaines de ces fermes. Avec des groupes armés, avec des groupes armés, ils ont des systèmes de sécurité. Exactement. Ils ont aussi une grande association qui s'appelle AfriForum. J'ai pu rencontrer son dirigeant et certains membres justement de syndicats où ils ont près de 10 000 bénévoles et ils ont justement financé énormément de clôtures. Moi, la ferme où j'étais, c'était un endroit où il y avait en fait 10 fermes sur l'équivalent de 3000 hectares et tout cela est complètement entouré justement par des barbelés, par des lignes électriques, par des caméras. Ils ont leur propre système de radio. Ils sont tous surarmés. J'en ai vu un qui avait été attaqué à la fois il y a 2 ans mais également il y a 5 ans qui me disait avec une véritable peur, je dors avec un pistolet sous mon oreiller et étant donné qu'il y a des distances extrêmement grandes, ils sont obligés de s'organiser de ce côté-là. Donc ça c'est quelque chose de réel de leur côté. À Nampo, il y avait justement ces ventes d'armes, etc. Donc j'allais voir l'armurerie, je lui disais mais qui aujourd'hui s'arme? Il disait énormément de femmes aussi qui viennent parce qu'elles se sentent cruellement en insécurité. Donc ça c'était une question qui venait. Et il y a également un contexte, André. C'est-à-dire que
En fait, il faut comprendre sur l'Afrique du Sud que, effectivement, on pensait que cette société arc-en-ciel était terminée en 94 et que l'apartheid était fini. Il y a un chiffre qui est mis en avant, notamment justement par AfriForum, c'est le chiffre de 313 lois raciales. Vous savez, depuis 1910, il y a eu en total, en Afrique du Sud, 313 lois raciales. Eh bien, depuis la fin de l'apartheid, il y en a eu 116 nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 37% des lois raciales qui ont été votées en Afrique du Sud l'ont été après justement la fin de l'apartheid. Ah oui. Et certaines lois après l'arrivée de Mandela. Après l'arrivée de Mandela. Ouais. Et certaines lois également sous Mandela, avant Mandela et pendant l'apartheid, ont été maintenues aujourd'hui. Lorsque vous allez justement au commissariat pour porter plainte aujourd'hui, vous devez expliquer que justement quelle est votre race. Il y a des lois là-dessus. Et donc, c'est le deuxième volet de l'enquête que j'ai fait. Le système racial n'a pas disparu. Il n'a pas du tout disparu et ces Blancs, justement, le vivent véritablement contre eux aujourd'hui. Ils savent aussi qu'ils sont de plus en plus minoritaires. Des études montrent qu'au siècle prochain, au milieu du siècle prochain, ils ne représenteront plus que 0,3% de la population, notamment en raison de la baisse de leur natalité, mais aussi de l'émigration. Parce que beaucoup décident de partir. Mais ça veut dire qu'il y a ce contexte où c'est intériorisé dans la loi, André. Moi, le moment le plus marquant de cette enquête, c'était vraiment quand je me suis rendu dans les bidonvilles de Blancs. Et ça, c'est très surprenant. Des bidonvilles de Blancs, parce que d'habitude, quand on parle des favelas ou des bidonvilles, c'est les Noirs. Enfin, mais moi, j'avais jamais vu ça. Vous savez, j'ai fait beaucoup de pays africains, comme vous, André, et effectivement, en général, on n'est pas habitué à cela. Et je me suis rendu donc c'est des Blancs pauvres, ça? Enfin, c'est des Blancs... Ce sont des Blancs souvent qualifiés, André. Qualifiés. Qui ont perdu leur travail et qui ne peuvent pas en retrouver. À Mansfield, qui est le plus grand bidonville de Blancs, qui est à 1 heure justement de Johannesburg, où ils sont près d'1 millier sur place. Vous pouvez voir à la fois des parents, mais également leurs enfants. Et vous êtes marqué par ces enfants qui sont adorables, qui sont beaux. Il y a un côté ils ressemblent à des Hollandais. Il faut savoir que les Afrikaners sont pas des colons d'il y a un siècle en Afrique du Sud. Ils sont venus au XVIIe siècle. C'était des Huguenots qui justement quittaient un peu cette guerre qui pouvait être problématique avec les protestants en France. Ce sont des Hollandais, ce sont des Blancs, des blonds, etc. Et il y avait ces jeunes filles qui étaient adorables et qui, quand elles me souriaient, elles n'avaient plus de dents. Et ça vous retourne. Et quand j'interrogeais justement ces parents, je leur disais, mais pourquoi vous êtes là? Ils me disaient, mais moi je suis un employé qualifié, et en raison des lois justement discriminatoires contre les Blancs, je ne peux plus en retrouver. C'est-à-dire qu'André, il y a des systèmes de quotas aujourd'hui. Lorsque vous êtes une entreprise et que vous voulez accéder au marché public, il y a des notations à points. Et il faut des points. Et si vous avez trop de Blancs, vous avez des points en moins. Pendant le Covid, c'était la même chose. Énormément d'entreprises, justement, il y a eu un scandale justement aussi en 2022 avec une des plus grandes entreprises dans le domaine pharmaceutique, où ça a fuité une note du PDG qui disait « N'embauchez plus de Blancs, sinon, justement, on va perdre les aides publiques ». Et donc, ce ne sont pas des gens qui ne travaillent pas ou qui sont paresseux. C'est du racisme à l'envers et dont personne n'ose parler. C'est-à-dire que pendant ces élections, encore une fois, les médias occidentaux l'ont couvert, ont couvert le fait que l'ANC était justement en perte. On sait qu'ils ont une majorité relative, donc le parti de Nelson Mandela, en raison de la corruption qui est latente, de l'augmentation de l'insécurité, mais jamais personne ne va en parler. Et moi, il y a un enseignement, André, que j'en ai tiré, notamment en sortant de ces bidonvilles de Blancs. C'est d'abord la résilience de ces gens-là. Moi, j'ai vu personne me demander de l'aide. J'ai vu personne me demander de l'argent. J'ai vu personne se plaindre. Je n'osais même pas dire en anglais, parce qu'on parle en anglais avec eux, slugs, c'est-à-dire les bidonvilles. Je disais les villages, parce qu'il faut pas les blesser. Mais alors Éric Tegner, est-ce qu'ils vous ont demandé, alors c'est les gens que vous avez rencontrés, que vous avez côtoyés, et c'est vrai que c'est une situation assez dramatique. C'est-à-dire, en fait, ce que vous dites, c'est que avec les lois raciales de l'apartheid, elles sont restées, mais elles se sont retournées. Un peu, c'est ça. Il y a de nouvelles lois raciales, mais ils ont les 36 nouvelles lois qui ont été créées après Mandela, ou après, je veux dire. Voilà. Est-ce que elles sont ouvertement, vous les avez lues, vous les avez vues. Elles sont ouvertement, elles disent attention, il faut limiter les blancs, etc. C'est écrit. Ah, mais c'est écrit. L'Afrique du Sud, c'est un pays où on parle de noirs, on parle de blancs. Il y a une vision raciale des choses. Moi, au bout de 2-3 semaines, il fallait que je change mes habitudes en arrivant en France. Parce que c'est commun
de parler de cette façon-là. Donc ils vont clairement expliquer qu'effectivement, il va falloir justement qu'il y ait moins de blancs dans les entreprises. Ce système de quotas, il est écrit noir sur blanc. Sinon, sanction, non-accès au marché public, etc. Alors, est-ce que ces personnes, justement, ces jeunes que vous avez rencontrés, les sans-dents, et là, ça nous rappelle l'hallucinante, vous savez, formule de François Hollande. Hein. Est-ce qu'ils pensent partir et qu'est-ce qu'ils pensent de leur avenir? Et ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce qu'ils vous ont dit, on aimerait quand même que l'international, que les gens, que les gens s'en aperçoivent et qu'ils nous aident, etc. C'est quoi leur sentiment, leur réaction? Alors, à la fois, il y a ceux qui sont partis. Mais par définition, je les ai pas rencontrés. On sait qu'il y a une communauté d'Afrikaners, par exemple, à Marseille, qui est importante. Ceux que j'ai vus, aucun ne voulait partir. En fait, ils disent qu'ils sont chez eux, qu'ils sont là depuis 4 siècles. Et quand je vous disais tout à l'heure que je ne disais pas bidonville, mais je disais village, c'est parce qu'en fait, ils avaient une véritable dignité. Moi, j'ai rencontré justement un peu le boss de ce bidonville de Munseyville, qui montrait comment il construisait sa maison, comment il était heureux d'organiser presque une forme de jacuzzi dans la terre, qu'il allait construire des maisons auprès des autres. C'était pas sale. Ils voulaient garder leur dignité. Même certains me disaient, on préfère être ici que dans la banlieue de Johannesburg où c'est l'insécurité. Parce qu'ici, si quelqu'un tue, on le tue. Et les policiers, ils rentrent pas ici parce que de toute façon, on n'a pas confiance en eux. Ici, et on s'organise, on se défend. Mais on ne va pas partir parce qu'on est ici chez nous. Et cette dignité, je vous dis, ça m'arrive souvent d'aller dans certains pays où à chaque fois qu'il faut interviewer des gens, vous les voyez, ils vont vous dire, donne-moi un peu d'argent, donne-moi. Jamais ils m'ont demandé d'argent. Jamais ils se sont plaints. Je vais même vous dire, c'était, en tant que photographe, parce que je prends les photos, et dans ce genre de moment, effectivement, vous voulez capter des moments d'émotion. Et c'était difficile. Parce que ils ne se laissaient pas aller. Justement à la peine. Et donc cette résilience, elle était marquante. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'ils disaient sur l'international? Que de toute façon, je leur demandais, est-ce que les Pays-Bas, rien. Ils savent très bien que personne. L'Europe, rien. Mais oui, parce que ce sont des mauvaises victimes. Ils vous disent, nous on est blancs, on est vus comme colonisateurs, on n'est pas une bonne victime. On n'a pas d'aide, on n'a pas d'ONG sur place. Mais bien sûr, et c'était marquant. Et donc, que font d'autres personnes? Et c'était le 3e volet de mon enquête. Eh bien, ils vont s'organiser des contre-sociétés. À la fois les fermiers qui vont faire leur propre marché, ils vont faire des systèmes de troc. J'étais chez un brasseur, pour payer la bière, le fermier qui me logeait, il venait avec de la viande, parce qu'ils sont surtaxés, ces gens-là. Et donc, ils veulent contourner, justement, pour pouvoir survivre. Donc le troc, oui. Et le troc, exactement. C'est-à-dire que il y a un côté mode d'emploi d'une population minoritaire qui, justement, n'a plus de voix au chapitre dans la démocratie. Et ça, ils le savent très bien. Donc, ils ont organisé leur contre-société avec leurs services, comme je le disais, de sécurité, etc. Mais il y a des gens qui ont choisi aussi de faire leur propre village autonome. Il y a cette communauté très connue d'Orania, qui a été créée il y a une 30aine d'années, où effectivement il y a à peu près 4 à 5 000 personnes qui y vivent. Et il y a également Kleinfontein où on était. C'est-à-dire que ce sont des endroits où il y a le droit dans la constitution sud-africaine justement de pouvoir avoir une vraie autonomie. Et donc seuls les Afrikaners peuvent y vivre. Donc de facto ce sont des blancs, mais ils ne ciblent pas le fait si tu n'es pas blanc tu ne rentres pas. Ils disent c'est Afrikaners, mais effectivement les Afrikaners sont tous blancs. Mais c'est hallucinant ce que vous décrivez, Eric Tegner, et évidemment je renvoie à votre magazine qui est en ligne déjà, comme on l'a dit, sur le site frontiermedia.fr. Frontiermedia.fr, voilà, frontière au pluriel. Au pluriel. Ça, Frontière Média. Mais c'est étonnant, en fait quelque part c'est un apartheid à l'envers. Je veux dire, il y a une situation qui s'est renversée, mais qui est retournée comme un gant. Et dont on ne parle pas. Et dont aussi les Afrikaners n'avaient pas conscience. Moi, il y a une anecdote qu'ils m'ont donnée quand ils me parlaient de la fin de l'apartheid. Ils nous ont dit, ce qui nous a tués, en fait, c'est le rugby. Parce que ils étaient bloqués. Et donc, à l'époque, justement, on leur avait dit, avec la fin de l'apartheid, vous pourrez enfin aller dans les différents pays, jouer au rugby, etc. Et beaucoup, en fait, ont rallié. Mais aujourd'hui, ils se disent, même ceux qui vraiment critiquent l'apartheid, d'ailleurs, beaucoup ont une vision différente de l'apartheid. Ils considèrent que ce sont les Britanniques, il y a un siècle, qui sont venus les coloniser, qui, à l'époque, ont créé les premiers camps de concentration où ils ont mis près de 30 000 Afrikaners, qui, justement, ont durci ces lois raciales et l'ont appliqué tel qu'on le connaît, tel que c'était scandaleux. Donc il y a une discussion aussi de comment ça s'est passé de ce côté-là, et c'est important de le souligner. Mais évidemment qu'ils se sentent complètement minoritaires. Et ils me disaient, certains, quand ils s'organisaient, c'est intéressant, ils me disaient, il faut que vous appreniez aussi de comment un peuple survit lorsqu'il est minoritaire. Je vais vous dire, certains me disaient d'ailleurs, nous on est plus chanceux que vous en France et en Europe,
Parce qu'en fait, on est résilient, on est beaucoup plus résilient. Et il y avait des petits exemples qui sont intéressants. On a appris la résistance. Bien... On va en parler, on va continuer à parler, Eric, juste après une petite pause. À tout de suite. Et si vous voulez réagir, 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eric Tegner qui revient d'Afrique du Sud, effectivement, où il nous a décrit ce qui se passe et là, tristement passionnant de savoir ce qui se passe un peu partout. Vous savez, c'est Albert Londres, hein, le père absolu du journaliste, qui disait « il faut porter la plume dans la plaie ». Et si on ne fait pas ça, je vois pas ce qu'on fait, effectivement. Juste, Eric Tegner, pour terminer, hein, après je renvoie évidemment à votre magazine, et évidemment qu'on va lire. Est-ce que, au fond, c'est un miroir grossissant ou déformant de ce qui peut arriver en Europe ? Totalement. Et de ce qui arrive déjà. Parce que lorsque vous avez une victime comme celle qui a eu lieu à Crépol, lorsqu'il y a un racisme anti-blanc qu'on voit de plus en plus en France, on n'en parle pas. Parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Et donc, sur cet aspect d'une épuration ethnique, c'est comme ça qu'on sous-titre notre magazine, qui s'intitule La haine du blanc, alerte sur une épuration ethnique en Afrique du Sud, parce que c'est la volonté de les faire partir, la volonté de les rendre complètement minoritaires. Ça, personne n'en parlera. Moi, j'ai été surpris que personne ne le fasse. Et de l'autre côté, il y a ce message d'espoir avec des clés de solution pour s'en sortir. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'étais à Clairefontaine, c'est que il nous expliquait que les travailleurs, pour construire leur maison, ça devait tous être des Afrikaners. Pourquoi ? Parce qu'il disait que sinon, dans la loi, d'ici 30 ou 40 ans, ils pourront leur dire « on récupère vos terres parce qu'elles ont été construites par les Noirs ». Et c'est intéressant quand on voit en France aujourd'hui aussi le chantage qui est fait sur l'immigration. On va dire ce sont eux qui font ça, ce sont eux qui produisent, et donc on nous oblige à rester. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect aussi, faites par vous-même. Justement, Orania, leur devise, c'est do it by yourself, c'est-à-dire fait par toi-même. C'est un côté très libertarien, en tout cas, ces sociétés. Tout à fait. En tout cas, au-delà effectivement des différences, et j'espère qu'on ne tombera pas dans cette espèce d'apartheid des deux côtés, parce que l'apartheid des deux côtés, c'est la mort. Mais effectivement, c'est très important d'en parler, et vous l'avez fait, vous témoignez là-dessus, et encore une fois, je renvoie au journal, à Livre Noir Frontières. Il y a 60 pages avec des très belles photos qui, effectivement, marquent tes instants. On voit, j'en ai une qui marque, je vous ai montré un enfant qui est en fait quasiment dans la boue, mais qui a un sourire. Et qui incarne beaucoup, je pense, cette enquête. Je ne sais pas si on la verra, mais on la voit, mais voilà. Merci Eric Tegner. Merci André de votre invitation. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Le délire de les dire, Black M, le délire. Alors écoutez, hier c'était très intéressant. On a l'impression que on était en Afrique du Sud d'ailleurs. Écoutez, il y avait donc Marine Tondelier sur BFM TV, Marine Tondelier, donc les écologistes, hein, bien sûr, qui s'exprimaient là, les candidates Nouveau Front Populaire aux élections, et elle s'est exprimée face à Apolline de Malherbe. Et elle nous a décrit une situation en France. Écoutez ce qu'elle disait, c'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas. Vous allez vous faire votre propre opinion. Voici ce que disait Marine Tondelier à Apolline de Malherbe. Écoutez. Je veux qu'on comprenne que des enfants qui arrivent traumatisés parce qu'ils ont vécu dans leur pays la raison pour laquelle ils sont partis, parce qu'ils ont vécu sur tout le trajet des agressions multiples, des pressions, des cauchemars permanents, des troubles psychologiques, psychiatriques, ils arrivent et on leur fait des tests osseux parce qu'on part du principe qu'ils mentent sur leur âge, tests osseux d'ailleurs qui sont aussi remis en question par les règles internationales, et on les laisse à la rue, à la merci, je dois vous le dire, de l'extrême droite. Parce que dans plusieurs villes de ce pays, ce qui se passe la nuit, ce sont des ratonnades. C'est le GUD, les amis de Jordan Bardella, des gudards, des gens d'extrême droite, des gens avec des croix gammées qui ont tatouées sur le corps et les mêmes qui se font agresser par leur appareil photo en train de faire des saluts nazis, qui les pourchassent, qui les tabassent dans certaines villes de France. C'est ça le quotidien. Et c'est le quotidien alors que Jordan Bardella donne quand même le signal à tout le monde d'être son meilleur profil. Vous êtes en train de dire que l'extrême droite aujourd'hui met en danger des jeunes mineurs isolés dans la nuit. Non mais qu'il tabasse des jeunes la nuit. Vous m'avez fait un quart d'heure sur un clip de rap dont j'ai appris l'existence sur le plateau.
Je crois que Jordan Bardella, il n'a pas découvert. Non, c'est pas vrai. Ça, pour le coup, franchement, moi, je veux bien qu'on dise. Je n'ai pas entendu cette chanson. Ce clip de rap. Je n'ai pas entendu cette chanson. Vous avez appris son existence ce soir. Je n'ai pas entendu cette chanson. Je pense que vous imaginez le quotidien qu'on a en ce moment. Oui, moi, j'ai éteint mon téléphone toute la journée pour préparer cette émission. Vous êtes Jordan Bardella, toute la journée, vous n'avez il pas les connaît, c'est ses copains, et je pense que comme moi, il lit l'actualité, ce sont des faits qui durent depuis des mois. Mais il donne consigne à tout le monde de se tenir à carreau, ils ne sont pas encore au pouvoir. Alors imaginez quand ils le seront vraiment, et quand ça lâchera les brides. Alors franchement, il faut quand même un peu raison garder, un peu atterrir. Ce que dit Marine Tondelier, elle l'affirme, c'est que tous les soirs en France, dans plusieurs villes de France, il y a des bandes d'extrême droite, évidemment, pratiquement FNSS avec des croix gammées, qui massacrent, qui presque tondent les enfants immigrés qui viennent d'arriver. C'est-à-dire que c'est vraiment l'exemple absolu de la pensée binaire totale. Ce dont on parle du matin au soir, et on l'a vu, la sécurité, les viols, les insultes, les tabassages, etc., dans un certain nombre de villes. Ah mais écoutez, ça n'existe pas pour Marine Tondelier. Le côté, effectivement, des OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui violent, qui massacrent, ça n'existe pas. Non. Il y a aujourd'hui en France, dans les villes, des croisades de gens d'extrême droite qui massacrent les immigrés, les migrants, d'ailleurs tous les migrants, on les persécute, on les tue et tout ça. Alors quand même, quand on est responsable politique, on essaye d'avoir un peu de lucidité, on essaye d'avoir un tout petit peu de sang-froid, et on n'essaye pas de raconter n'importe quoi et franchement de délirer comme ça. Moi, je demande simplement, si Marine Tondelier a des preuves qu'il y a eu, et ce n'est pas à Créoc, ce n'est pas à Lyon, ce n'est pas dans 500 villes de France, qu'il y a eu une ratonnade, parce qu'elle appelle ça des ratonnades, des gudards aux croix gammées. Écoutez, moi, je lui donne l'antenne quand elle veut pour qu'elle nous donne la preuve de cela. Franchement, sinon, s'il vous plaît, arrêtez un tout petit peu, atterrissez et franchement, essayez de sortir de cette espèce de délire qui n'arrange personne. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient après les infos de 13h. André Berkoff sera en direct avec l'artiste Daniel Guichard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Je l'ai déjà dit à Daniel Guichard, ici, sur l'antenne et micro. Chaque fois que j'entends cette chanson, je chiale. Et je crois que je ne suis pas le seul. Je le dis, je pleure parce que ça me rappelle mon père. Et parce que même si ce n'est pas le même pays, et ce qu'il dit là, nous sommes, je crois, des millions à le ressentir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, je finirai en fin d'émission à en parler. C'est la dernière émission de la saison, et je voulais que Daniel Guichard justement soit notre invité, parce que c'est pas seulement le chanteur Daniel Guichard, c'est le citoyen Daniel Guichard, c'est le français Daniel Guichard, et c'est l'homme. Et on a envie effectivement dans cette période un peu compliquée, un peu opaque, je dirais pas nauséeuse, mais un peu opaque, d'élections, mais de perte des repères, de perte, on ne sait pas très bien où on est, etc. Et j'avais envie que justement qu'on en parle et qu'on entende Daniel Guichard là-dessus. Bonjour. Bonjour Daniel. Alors Daniel Guichard, au fond, aujourd'hui, on peut se dire, écoutez, est-ce qu'on est dans la situation, allez, je vais peut-être aller schématisant, caricaturant, ça ne fait rien, est-ce qu'on est dans la situation du mec qui est au 60e étage d'un gratte-ciel, qui tombe, et en bas il y a les voitures, etc., puis au 40e étage, il dit, écoutez, jusqu'ici tout va bien. Oui, jusque-là, ça va, oui. Voilà. Mais je crois qu'on a passé ce stade, c'est fini ça maintenant. La personne qui dégringole les étages se pose même plus la question, c'est comment ça va se terminer quand on sera en bas. Parce qu'en réalité, ça fait des semaines qu'on est en train de dire qu'est-ce qui va se passer si, peu importe qui va gagner, peu importe qui aura fait une entourloupe pour les autres, comment ça va se passer. Je pense que là, on est dans une immense comédie, mais vraiment une immense comédie qui n'a pas la qualité des comédies qu'on jouait il y a 40 ou 50 ans.
Ça doit faire une quarantaine d'années que les grands politiques, c'est-à-dire quels que soient les partis, ils avaient une stature, ils avaient une gueule, d'ailleurs, il doit rester que Mélenchon de cette époque-là. Tous ceux qui arrivaient de droite et de gauche, ils avaient eu un passé. Et d'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que ils étaient pour beaucoup députés-maires, sénateurs-maires. Ils avaient le contact avec la population. Ils se faisaient botter le cul quand ils faisaient pas le boulot. Et qu'ils soient députés, sénateurs ou ministres, ils savaient qu'il y avait des gens en bas. Ici, on a une génération, même 2 ou 3 générations, comme un millefeuille, qui ne savent plus trop ce que c'est que la population pour qui ils travaillent. Mais alors, Daniel Guichard, vous déplorez, alors vous êtes cette interdiction pour un député ou un sénateur d'être maire de sa ville ou de son village. Complètement. Ouais. Ah oui, complètement. Moi, je pense que c'est une des grosses erreurs parce que la population d'un village ou d'une ville, ça se laisse pas faire. Il y a des gens qui votent pour vous, des gens qui votent contre vous, mais comme ils sont jamais contents, ils gueulent et ils vous secouent quand ils vous voient sur le marché. Alors que là, beaucoup de politiques qu'on a n'ont jamais travaillé de leur vie, quoi. Ça, hélas, ce n'est pas faux. Mais justement, vous parliez de cette génération d'il y a 30 ans ou 40 ans, et on pourrait les citer, mais enfin, que ce soit de Séguin à Mitterrand, oui, il y en aurait trop. Mais aujourd'hui, quand même, qu'est-ce qui fait qu'il y avait le trop plein ou presque, et aujourd'hui, il y a le vide? Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine... C'est quoi? C'est une médiocrité? C'est une absence? C'est quoi? C'est quoi? Non, ça n'est pas une médiocrité. C'est un petit peu comme ça s'est passé dans le show business, c'est-à-dire qu'il y avait les impresarios, il y avait les tourneurs, il y avait les artistes, et puis il y a eu des gens professionnels qui ont fait de l'événementiel. Là, aujourd'hui, on a des politiques qui sont encadrés par des gens spécialistes des médias, par des agences. Les conseillers. Et tous ces gens parlent voilà. Et ça parle à leur place. Ouais, et vous voulez dire, ils font de la com, quoi. Ils font de la com. Ils font de la com, oui, complètement, oui. Ouais. Et alors, justement, mais alors, dites-moi, je croyais que, enfin, je sais pas, vous avez lu la Constitution comme moi, démocratie, c'est fait, le gouvernement par le peuple, pour le peuple et au service du peuple, à peu près. Oui. Alors, le peuple là-dedans. C'est un slogan. Mais alors, le peuple là-dedans, on l'a dissous, on l'a oublié, on s'en préoccupe que... Non, on l'a pas dissous, on a besoin de lui. Si vous voulez, c'est la caution morale pour pouvoir vivre entre soi, peu importe les opinions politiques des uns et des autres, peu importe le cinéma qu'ils font, peu importe la sincérité avec laquelle ils s'expriment. S'il n'y avait pas de peuple, ils joueraient dans un carré de sable. Ils seraient à faire des pâtés. Là, il y a le peuple et on dit le peuple est nécessaire. Évidemment qu'il est nécessaire. Si je faisais des spectacles, moi, avec personne devant moi, ça servirait pas à grand-chose. Oui, mais alors justement, ce peuple nécessaire, est-ce qu'on tient compte, alors je parle de politique là, est-ce qu'on tient compte de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, ou à votre avis, on n'en tient pas beaucoup compte, et on voit ce qui se passe en ce moment? Non, là, on en tient à moitié compte tant qu'il vote pas. Mais quand il vote, s'il a mal voté, et parce qu'en France, on n'est pas comme dans certains pays, on peut pas faire revoter. L'entourloupe se passe dans les rideaux, derrière. Ouais. Alors l'entourloupe se passe dans les rideaux derrière, et puis les bonnes combinaisons, comme disait De Gaulle, les petits plats dans leurs petits pots. Mais au fond, quand même, ces gens, enfin, je veux dire, on se dit aujourd'hui, parce que vous savez, c'était amendé, on disait, c'était dans les années 68, on disait élection piège à con. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas dire abstention piège à con? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut dire les deux. Je pense que je dis souvent à des proches qui me disent moi je vote plus parce que ça sert à rien. Je dis non, t'as tort. Si tu veux gueuler, va voter. Tu votes pour qui tu veux. Et après tu dis je suis pas content. Et puis il y a ceux qui votent et c'est pas un piège à con non plus. Je crois qu'il faut y aller en force parce que c'est le seul moyen d'avoir des soupapes de sécurité. C'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Il n'y avait pas des réseaux sociaux, mais ça aurait explosé depuis longtemps dans les rues. Les réseaux sociaux permettent de tout exprimer. Les bonnes, les mauvaises choses, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. En réalité, je crois que on est dans une période de transition entre des moyens de communication qui sont relatifs, parce que les réseaux sociaux, ça touche des centaines de milliers de gens, des millions, mais ça suffit pas à résoudre des problèmes, mais c'est une soupape. C'est une soupape. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les années, parce que tout à l'heure, en parlant de l'Afrique du Sud, c'est planétaire les problèmes. C'est planétaire et on peut pas se dire nous on va regarder ça chez nous.
Oui, c'est ça. On n'est pas dans une bulle, on n'est pas dans une planète dérivant à travers le système solaire, quoi. Même pas. Oh, si, on est un peu les deux. On est un peu les deux. Mais il n'y a pas de capitaine à bord. Mais voilà. Y a-t-il un pilote dans l'avion ou dans le vaisseau spatial? On va continuer à en parler tout de suite après cette petite pause avec Daniel Guichard. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Franchement, Daniel Guichard, mais vous devez être, mais je vous vois vous souriant, mais vous devriez être dans un état de déploration totale, car Ursula, votre chère amie Ursula, vient d'être réélue pour 5 ans. C'est pas encore officiel, mais c'est pratiquement fait. Et justement, parlons un peu de cet autre vaisseau spatial, c'est l'Europe. Puisque vous avez écrit Ursula, je me disais, tiens, Daniel Guichard s'intéresse à Ursula. Alors, l'Europe, c'est pas beau, cette Europe qui, écoutez, elle nous dit tout ce qu'il faut faire, on n'a plus qu'à suivre. Et Ursula von der Leyen, vous l'avez vu, avec les SMS, avec Albert Bourla de Pfizer, avec tout ça. On ne sait rien, on n'a aucune transparence, mais tout va bien. C'est-à-dire tout va bien pour les gens qui ont cette fonction, ça fonctionne, mais le reste des populations, je parle pas que des Français, sont pas très au courant. D'ailleurs, pendant toutes les embrouilles qu'on a chez nous, que les Anglais ont avec leurs élections, que les autres Européens ont à droite et à gauche, en douceur, Ursula, elle est repassée, elle va être reconduite pour les quelques années qui viennent. Ouais. Ma nature profonde est d'être européen, parce que depuis que je suis gosse, j'ai voyagé un petit peu quand j'avais 10-12 ans, mais je me sens pas européen comme eux, ils le veulent. C'est-à-dire que j'ai jamais été pour Maastricht, et j'ai voté non à la Constitution. Ça n'a pas empêché qu'on l'a quand même, quoi. Oui, mais alors justement, vous pensez, votre Europe à vous, ce serait quoi, Daniel Guichard? L'Europe culturelle, c'est quoi l'Europe? Elle est à plein de niveaux d'ailleurs. Là, on va parler l'Europe culturelle. Les Italiens sont italiens, les Allemands sont allemands, les Espagnols. Quand on regarde l'Eurovision, c'est presque tout en anglais. Donc déjà, le côté anglo-saxon a bien fonctionné de ce côté-là. Donc je regarde quasiment jamais, sauf quelques minutes par-ci par-là, l'Eurovision. Ça ressemble pas à l'Europe qui est la nôtre. Chaque pays a sa personnalité, et en plus, on n'a pas eu besoin de cette Europe-là pour faire des grands projets comme les avions, Airbus et compagnie, ça s'est fait sans. C'est-à-dire, il y a des intelligences dans tous les pays d'Europe. Le seul problème, c'est que ceux qui sont très intelligents se tirent pour aller aux États-Unis ou dans d'autres pays pour réussir leur vie, parce que chez nous, ça devient de plus en plus difficile. Mais alors pourquoi c'est devenu de plus en plus difficile pour vous, franchement? Quand on va pas faire de traité d'économie, mais quand même, cette France, 7e économie du monde, etc., etc. Et on a l'impression d'avoir des gens qui disent, regardez, il n'y a pas de culture française, ou alors, oui, on a commis des crimes contre l'humanité, ou alors... André, on va arrêter tout de suite, parce que... On sait de qui on parle, et c'est pas la peine d'en parler plus. La culture française, ce sont des tas de cultures. Moi, je suis breton, russe, polac et ukrainien par ma mère. Je suis pas à 100% pure race, mais ça fait rien. Et il y a plein de potes qui viennent de partout. La France, ça a toujours été ça. Bon, les pures races françaises, c'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce pays. Ce pays, quand on est russe, quand on est ukrainien, quand on est polonais et qu'on atterrit en Corrèze, on finit par être corrézien. Moi, je vais en Bretagne, je suis breton, ça se discute pas. Et la France, c'est ça. Et on est en train de nous faire ce qu'on fait dans d'autres pays, un travail qui dure depuis des décennies, une espèce de planification, d'uniformisation de la culture, de l'industrie, parce que on était un peu gênant. Et je pense que il faut regarder derrière les pantins, et ce sont des pantins, pas dans le sens péjoratif du terme. On est tous plus ou moins des pantins, mais là, ce sont vraiment des pantins. Ils exécutent, et il y a eu des gens avant eux qui ont exécuté, et après eux, des gens qui exécuteront une espèce de grand plan économique. Je suis complotiste, je sais, je m'en fous, ça m'amuse, parce que c'est une réalité qu'on redécouvre régulièrement par des spécialistes qui écrivent des bouquins en disant là il s'est passé telle chose, il y avait telle idée de la part des Américains, de la part des Anglais, de la part des Allemands. L'histoire n'est qu'un long recommencement.
Oui, mais alors, Daniel Guichard, il y a ils exécutent, on est bien d'accord, mais qui sont, et je ne sais pas les noms que je demande, qui sont les marionnettistes? Parce que derrière eux, il y a quand même des gens qui s'organisent, comme vous dites. Ceux qui veulent, moi je le dis, les mondialistes, ils veulent qu'on parle une seule chanson, un seul rythme, une seule mélodie. Mais c'est pas ça qu'on est. C'est pas ça, non. Non, c'est pas ça. C'est que on est dans un univers. Si on reprend un peu d'histoire, il y a eu des siècles où les Anglais tapaient sur les Espagnols parce que ça les gênait. On tapait sur les Hollandais, on a tapé sur les Prussiens. Chaque fois qu'un pays devenait un peu puissant planétairement, on faisait ce qu'il fallait pour qu'il y ait le bazar ou pour pas dire le bordel chez lui. Une petite révolution, des émeutes, des jacqueries, des choses comme ça, la puissance du pays baissait et les choses rentraient dans l'ordre par rapport à des gens qui sont ailleurs. Moi, ça ne me choque pas que des gens très riches, très fortunés aient envie d'être plus riches et plus fortunés. Le seul problème, il faut savoir de quoi ils sont capables. Ils vivent d'une manière tout à fait cohérente par rapport à un monde, et un monde dans lequel les affaires se font. Oui, non, tout à fait. C'est pas gênant, faut pas être choqué de ça. Oui. Il faut savoir qui fait quoi. Oui, qui fait quoi, et surtout au service de qui. Enfin, moi je reviens à ça, on parle beaucoup de ça, vous savez, c'est le côté individualiste face au bien collectif. On a l'impression que par rapport aux gens dont on parlait il y a 30 ou 40 ans, il y avait évidemment les magouilles politiques, les je veux le pouvoir, etc. Et il y a une dizaine de rats pour un trou à fromage. Mais à un moment donné, on avait le sens du bien collectif. Et on a l'impression que ce sens est un peu perdu. Je sais pas. Bon, André, je pense que sincèrement, vous n'êtes pas un grand naïf. Il y a 30, 40, 50 ans, les choses allaient moins vite. Il y avait des décisions planétaires qui prenaient un certain temps à se réaliser. Aujourd'hui, en quelques clics, beaucoup de choses peuvent se passer. Ensuite, il y a une fatalité d'oubli de l'histoire. Quand on parle de l'Europe, moi, je cite souvent le bouquin que Philippe de Villiers avait écrit sur Jean Monnet, avec tous le premier président qui était un ancien nazi de l'Europe. Enfin, il faut se dire que l'histoire étant un éternel recommencement, il n'y a pas de raison que ça change pas demain. Moi, ça ne me choque pas. Sachez simplement qui a envie de faire quoi. Et la seule chose que je dis, chaque fois qu'il y a une action avec des mouvements, des associations, je dis qui paye derrière. C'est tout. Oui. Il n'y a rien d'innocent dans la vie, c'est pas choquant. Non, c'est pas choquant. Ce qui est, non mais on est tout à fait d'accord, c'est pas choquant, Daniel Guichard. Le problème, c'est que, vous savez, et Karl Marx, qui n'est pas non plus un grand naïf, disait, l'histoire, ça commence, la première fois, ça se déroule en tragédie, et la seconde fois, ça se déroule en farce. Est-ce qu'on n'est pas même dans on est quelque part. On est dans la farce. On est dans la farce, c'est ça. On est dans la farce, mais ce sont des rôles bien joués quand même. Il faut regarder, ce sont des rôles bien joués. Tant que ça se termine pas en drame, ça va. Ouais. Mais c'est une farce, quoi. C'est une grande comédie dramatique parce que pendant que toutes ces choses se passent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des difficultés et il y a des gens qui sont désespérés en se disant c'est pas demain que notre solution va arriver. Oui, mais justement, on arrive à ce qu'on disait, c'est qu'on a l'impression qu'on a ces millions de Français, pour ne parler que de la France, mais c'est vrai pour ailleurs, bien sûr. On a l'impression, peut-être, je me trompe, qu'on s'en occupe pas vraiment. Oui, on leur parle. Ah oui, le pouvoir d'achat. Oui, ceci. Oui, les prix d'électricité. Oui, prix du gaz. C'est des slogans. Voilà. Ce sont des slogans. Hein. Ouais. Ce sont des slogans. Parce que en réalité, je veux pas être méchant, mais il y a des fois. On est quantité négligeable pour beaucoup de ces gens décideurs, en réalité. Moi, je regarde comme un artiste sur la scène qui voit les spectateurs. J'attends ce qui va se passer avec les agriculteurs dans pas longtemps. J'attends ce qui va se passer comme événement qu'on ne souhaite pas pendant les Jeux Olympiques. J'attends le ras-le-bol des forces de police depuis des années qui sont sur le pont en permanence. Là, récemment, on va avoir, dans les jours qui viennent, les résultats des élections. Il y aura de la police, de la gendarmerie, peut-être même quelques militaires pour pas qu'il y ait des heurts et des bagarres derrière. Il y en aura un peu, mais pas grand-chose. Mais ces gens sont à bout, sont épuisés. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont faire l'arme au pied, comme ça s'est passé avant le Potemkin? Parce qu'un jour, ça va arriver. On peut pas pousser les gens. Je crois que c'est un des corps de métier où il y a le plus de suicides, d'ailleurs, dans les forces de l'ordre. Oui, exact. Il y a un moment, il faut avoir du respect et de la considération pour les gens, quels qu'ils soient.
Il faut avoir du respect, parce que là, il n'y a plus de respect. On est quantité négligeable parce que consommateur. Tout ce qui se fait en culturel, en activité, en commerce, c'est dans le sens de l'économie, c'est-à-dire consommateur, consommateur, consommateur. Ouais. Et on va continuer. Nous, là, quand on écoute Daniel Guichard, on n'est pas consommateur, on est consommateur. Et on va en parler avec tout de suite. Au 0826 300 300, vous nous appelez, vous posez toutes vos questions, vous intervenez dans l'émission. C'est la dernière d'André Berkoff cette saison. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Je sais pas, mon cher Daniel, si c'est destiné aux politiques, là, mais j'ai trouvé que c'était très d'actualité. Ne parle pas, ça fait trop mal. Ouais, c'est une chanson d'amour, mais en fait, elle est tout à fait de circonstance par rapport à ce qu'on traverse en ce moment. Il y a des moments, il y en a certains des vrais stères. Qu'ils agissent, qui fassent des grands signes, qui fassent en sorte que les gens aient envie de voter pour eux, et qui se taisent surtout. Ah oui, mais ils ne font que parler. Ils n'arrêtent pas. C'est ça. Moi, je suis fasciné. Encore une fois, il ne s'agit pas que ce soit gauche, droite, centre, haut et bas. Ça, ouais. Mais ils n'arrêtent pas une minute. Et c'est extraordinaire. Non, mais ce qui est extraordinaire, quand même, Daniel Guichard, c'est que ils disent le contraire, mais sans aucune, de ce qu'ils disaient il n'y a même pas 15 jours. C'est même pas il y a 3 mois ou un an, on a tout le monde. Même 3 jours avant. Même 3 jours avant. Même 3 jours avant. C'est pas gênant. Mais je crois que les boîtes de com sont les responsables de communication sont très forts, très bons. Ils leur font faire des conneries quelquefois, mais ils savent très bien qu'il faut pas en tenir au compte. C'est pas grave, on oublie. Vous savez, il y a une anecdote qui me revient de temps en temps. Ouais. J'étais allé en Chine, j'avais chanté à Pékin et je rentrais. Et on avait appris à ce moment-là qu'il y avait un avion coréen qui avait été abattu par la chasse soviétique. Vous savez, qui était au-dessus des îles Sakhalines. Ah oui. Je crois que ça devait être Gromyko qui était ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, enfin dans cette époque-là. Et les journalistes étaient venus vers lui et s'étaient précipités en lui disant « Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'arriver à cet avion coréen qui a été abattu par la chasse soviétique ?» Il a dit très très froidement « Le monde oubliera ». C'est pareil. Les gens qui font de la com', ou les hommes politiques leur disent « Vous inquiétez pas, dans 3 jours, ils auront oublié ». Oui, donc vous pouvez dire exactement le contraire, ça n'a aucune espèce d'importance. Exactement, exactement. Mais dites-moi, je voudrais qu'on parle quand même, qu'on n'oublie pas la chanson, qu'on n'oublie pas tout cela, parce que c'est très très important. Et puis je veux dire, je repensais, on a passé des chansons de Béranger, on a passé et une chose quand même, je sais, mais j'aurais à avoir votre avis. Moi, je suis très frappé par quelque chose. On parle, vous savez, quels sont les 2 plus grands chants révolutionnaires de France? C'est la Marseillaise et le chant des partisans. Bon. En tout cas, et pour des tas de raisons. Or, ce sont les chansons, les hymnes les plus belliqueux qui soient. Marseillaise, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, et le chant des partisans qui est sublime. Allez, sortez. La mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. C'est normal, hein. C'est normal, alors, ça. Justement, mais c'est normal parce que ces chants ont été faits et chantés par des gens qui risquaient de se faire tuer le lendemain. Donc, qu'on arrête de nous dire la vie est belle, notre pays est merveilleux, les vaches sont sympathiques dans les prés. Quand vous êtes carrément face à ce qui était le cas de la Marseillaise, quand vous êtes face à des gens qui n'ont qu'une envie, c'est vous mettre en morceaux, et le chant des partisans, c'est le reflet de ce qui se passait à l'époque. Vous n'avez pas envie de chanter les bêtes qui pleurent, les petits oiseaux. Vous allez peut-être mourir demain. Donc, que ça soit belliqueux et qu'on ait gardé ça comme chant, qui sont les chants les plus populaires quand on a envie de parler de notre pays, bah ouais, d'accord. Mais le côté de la remise en question de l'agressivité ou des mots de la Marseillaise, c'est de l'époque Giscard, hein. On a commencé déjà à réfléchir différemment.
C'est vrai, d'ailleurs changer de rythme. Non, mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que on n'est pas, bon, heureusement, enfin, on n'est pas en guerre, on n'est pas sous l'occupation, mais quand même. Faut pas l'oublier quand même. Faut pas oublier que ça peut arriver demain. Hein. Exactement. Sauf qu'on est en plein dans les petits oiseaux sont bien, tout va bien, les chansons qu'on entend comme les films qu'on voit. Bah, en tout cas, c'est mon avis. Je trouve que ça, la plupart du temps, ça ne reflète rien de ce qui se passe, enfin, sauf quand, voilà, et je parle pas du rap, hein, c'est autre chose. Mais justement, à ce propos, est-ce que vous trouvez que là, de ce point de vue, vous avez vu, on a parlé d'un certain nombre de rap et tout. Daniel Guichard, vous, ça fait combien, 50 ans? Ouais, j'ai fait mon premier contrat d'artiste en 66. Ça va 66. Faire bientôt 60. Allez non. Ouais, c'est presque 60 ans. Et ouais. Est-ce que, au fond, sans dire que c'est mieux avant ou pas mieux avant, qu'est-ce qui a changé pour vous par rapport aux années que nous vivons aujourd'hui dans ce domaine? Alors, la technique nous a amené des choses fabuleuses, mais nous a rendu surveillés en permanence sur ce qu'on peut dire, sur ce qu'on peut faire. La technologie, et c'est génial parce qu'on peut faire un disque dans sa chambre, mais d'un autre côté, on pouvait dire beaucoup de choses avant. Tout n'était pas judiciarisé. C'est-à-dire que chaque fois qu'on faisait un pet de travers, on n'envoyait pas des avocats, des procédures et du reste. Et on est arrivé dans une espèce d'état d'esprit qui fait que plus c'est uniforme, plus c'est mou, plus c'est sans intérêt et mieux c'est. Dès qu'on commence à parler un petit peu, ça devient différent. Alors moi, je préfère avant pour ce qui était de la liberté, parce que c'était la vraie liberté de parole. Aujourd'hui, c'est une espèce d'ersatz. Et puis, pour parler de la chanson, vous parliez tout à l'heure de la chanson, de tout ce qu'il y avait sur scène, tout ce qu'on pouvait faire. Ouais. Mon fils Joël m'a dit un truc tout à l'heure, il m'a dit, tu sais, papa, les politiques sont tellement marrants qu'il y a beaucoup plus d'humoristes que de chanteurs. Oui, on n'a pas besoin de chercher loin pour se marrer, hein. Ça, c'est vrai. Et ben, c'est vrai. D'ailleurs, on n'a plus besoin d'humoristes. Ils sont là, ils sont parfaits, là. Tous les jours dans l'émission, j'utilise des perles magnifiques, vraiment des perles de culture ou d'inculture. Ouais, mais il faut traduire. Oui, mais il faut traduire ce qu'ils disent. Il faut traduire parce que quelquefois, moi, j'aimais bien, il y a une trentaine d'années, quand il y avait quelqu'un à la télévision qui parlait, je disais, ah, ça, c'est RPR, ça c'est communiste, ça c'est CGT. On savait que dans la dynamique des mots, dans ce qui se dit, on savait qui était qui. Aujourd'hui, à part le côté ton un peu agressif qu'on a en colère parce qu'il y a des élections, mais en temps normal, il y a une espèce de côté insipide et très très uniforme qui se fait. On ne sait pas toujours qui parle. Oui, vous voulez dire, vous ne pouvez plus dire celui-là appartient à telle partie ou telle formation ou telle idéologie. Enfin, on peut le dire. Mais moi, je m'amusais à essayer de deviner parce qu'après, il y avait le nom qui passait sous la personne. Et je me suis pas trompé. Parce qu'il y avait une dialectique, parce qu'il y avait une foi, parce qu'il y avait une envie de convaincre. Aujourd'hui, c'est un texte bien préparé, bien répété. Et quand quelqu'un sort des clous, il se fait carrément massacrer. Mais qu'est-ce qu'il fait pour revenir à la chanson, par exemple, ou d'ailleurs, c'est vrai, ou un certain journalisme, on a tous connu Harakiri, à l'époque d'Harakiri, de premier époque de Charlie Hebdo, enfin, de l'époque, et il y avait vraiment, et qu'est-ce qui a fait, alors justement, vous dites, il n'y a pas que la technologie, qu'est-ce qui a fait que la liberté d'expression s'est réduite comme une tête de Givaro, Daniel Guichard? Il y a eu quand même une réduction. Mais c'est parce que en tant qu'artiste, je me suis rendu compte qu'au jour d'aujourd'hui, on peut pas dire grand-chose. Parce qu'on dit des conneries. Aujourd'hui, on dit une chose qui est l'avis qu'on a sur un événement, un homme politique. Et puis, bon, on l'a oublié. Aujourd'hui, si vous dites un mot de travers, immédiatement, vous allez avoir des réactions d'insultes, de menaces sur les réseaux. Vous risquez d'avoir des avocats très vite. Et selon les cas de figure, vous risquez même d'avoir la police qui est déléguée de la part ou de l'Élysée ou d'un ministère. Donc on ne sait pas. On croit qu'on est libre, mais on est dans une forme de petite dictature soft de certains beaux esprits. Et c'est pas les bottes dans la rue, mais c'est carrément fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. Et si tu veux être tranquille, tais-toi. Ne parle pas. Vous voulez dire que ce n'est plus le gravier de Hitler et Pol Pot, mais c'est la vaseline de tout ça. Ah oui, j'aime beaucoup le terme de vaseline, ça glisse mieux, mais effectivement, c'est pas Pol Pot, c'est pas Staline, c'est pas Adolphe, mais c'est beaucoup plus insidieux. Il faut pas croire que ça vient juste d'arriver, hein. Ça fait des décennies que ces choses-là ont été en place. Quand on regarde, par exemple, historiquement, il y a des personnages de la haute politique américaine dont les papas étaient banquiers et finançaient des usines en Allemagne. Pendant la guerre, ça les a pas gênés. Il y a eu tout un tas de choses qui sont passées pendant des décennies avec les grandes finances du monde,
parce que les affaires sont les affaires. Ça n'a pas traumatisé plus que ça les populations. C'est-à-dire que quand il y avait de l'argent américain qui participait au financement d'usines allemandes qui tuaient des soldats américains, ça n'a pas vraiment fait sursauter les Américains parce qu'ils ont élu certains de ces hommes politiques, enfin les enfants de ces hommes politiques, à la tête de leur pays. C'est vrai, à la différence d'Daniel Guichard, qu'à l'époque, ils ne le savaient pas, les peuples. Aujourd'hui, ils savent. Je suis d'accord. Mais comme l'avantage aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est que quand il y a quelque chose qui me tracasse, je cherche à savoir. Alors je regarde. Parce que les médias de tous bords existent. Hein. On peut parler, il y avait Livre Noir tout à l'heure, on peut parler de TVL, mais on peut parler du média qui existe. Vous cherchez une hypothèse, une explication, vous la trouvez. Absolument. Elle vous plaira pas, mais elle existe. Elle existe, absolument. Je crois que nous avons des auditeurs. Oui, c'est Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Daniel. Alors déjà André, je voudrais vous remercier pour toute la saison que vous nous avez fait vivre. Merci. Un grand merci. Passez d'excellentes vacances. Revenez en grande forme en septembre. Merci à vous et à toute votre équipe. Je vous remercie aussi Daniel. Vous êtes une des rares personnes qui avait une liberté de penser, qui osait dire ce que vous pensez. Et comme vous pensez différemment, c'est pas donné à tout le monde. Michel Audiard disait, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Vous, André, et vous, Daniel, ainsi que moi, on a beaucoup de choses à dire, donc il faut continuer à parler. Donc, mais je crois, Jean-Marc, je vous interromps une seconde, excusez-moi, mais je crois que lorsqu'on n'a rien à dire, c'est là qu'il faut vraiment la fermer. Et en plus, j'ai payé cher pour avoir le droit d'être comme je suis. Si vous voulez, aujourd'hui, les heures de cours, je les ai payées avec les sous. Les emmerdes, c'est moi qui les ai eues. Et quand je la ramène, quand je l'ouvre, c'est que vraiment j'ai envie de la ramener. Mais moi, Daniel, je suis un peu comme vous. Je vous soupçonne d'habiter du côté de Béziers. Et moi, je pense habiter à Port-la-Nouvelle. C'est juste. J'habite à Sauvian, à côté de Béziers. Et moi, je pense habiter à Port-la-Nouvelle. On n'est pas très loin. J'aurais grand plaisir, parce que nous défendons les mêmes causes depuis quelques années, donc j'aurais grand plaisir à vous voir, Daniel. Sud Radio a mon numéro de téléphone. Et je viendrai avec vous. On transmettra. Vous transmettrez. En tout cas, je vous remercie, Daniel. Je vous remercie, André. Passez de bonnes vacances. Merci à vous. Vous aussi. Vous allez me manquer. Vous allez me manquer. Vous allez nous manquer. C'est très gentil. Merci. Merci. On vous embrasse aussi, Jean-Marc. On vous embrasse aussi. Daniel, on va marquer une petite pause et après on parlera peut-être de musique avec Daniel Richard, de chansons françaises. On continuera. On va parler d'actualité évidemment. 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. C'est la dernière de la saison d'André Berkoff. Appelez-nous, venez le remercier comme l'a fait Jean-Marc. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Formidable, Daniel Guichard, je sais que c'est pas du tout écrit pour ça, pas du tout, mais quand même, hein, le type qui va à les urnes et qui voit les résultats. Lundi matin, André, lundi matin, voilà, faut pas pleurer comme ça ira. Non, mais c'est formidable, mais c'est vrai, non, mais c'est ça le pouvoir aussi formidable de la chanson quand elle est réussie, quoi, elle parle, et c'est tellement important. Au fond, vous savez, quand je vous écoute, Daniel Guichard, je pense à cette phrase du poète René Char, qui disait « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». C'est peut-être ça qui est important, la lucidité, hein, qu'on garde la lucidité. Non. Mais c'est dur, hein. C'est dur, parce que c'est quand même plus facile de se faire embarquer par les illusions, par les beaux discours, mais la lucidité, le réalisme par rapport à qui se passe, parce que la vie est une chose qu'il faut passer, ou alors il faut carrément se transformer en grenouille. Mais là, pour l'instant, c'est assez difficile. Oui. Je me permets juste une petite réflexion, parce que pendant la pub, je parlais avec Joël, mon fils, et il me disait, tu sais, papa, le côté moderne des choses, c'est formidable. Grâce au réseau, on est tous dans une bulle. C'est-à-dire qu'on croit être libre, on croit discuter, mais on ne parle qu'entre nous.
c'est des bulles. Il faut aller voir ce que les autres racontent. Avant, au café, il y avait de la discussion. Tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait des ouvriers, il y avait toutes sortes de gens qui n'étaient pas d'accord. Là, maintenant, sur les réseaux, on est beaucoup entre nous. C'est une bulle. Ce sont des bulles contrôlées. Oui, à cause d'algorithmes, mais je suis pas tout à fait d'accord avec Joël là-dessus, parce que je crois justement, enfin moi, vraiment, je suis beaucoup sur les réseaux, et je crois que le réseau, attention, il ne faut pas l'utiliser uniquement comme café du commerce. On vous renvoie à des chroniques, on vous envoie à des études, on vous envoie à des enquêtes dont la presse ne parle jamais. Je peux vous dire, dont les médias dits officiels ne parlent jamais, et c'est très important justement, parce que l'alternative de ce point de vue a créé un véritable bouleversement. Moi, je veux dire, il y a des choses, je peux vous dire en tant que journaliste, que je vais pêcher dans les réseaux, parce que je ne les ai vus nulle part, et après, je vois que c'est totalement non seulement vrai, après il faut vérifier. Mais pour revenir, on est d'accord là-dessus. Au fond, c'est la langue des Op, hein, André. C'est comme la langue des Op, c'est le meilleur et le pire. On y trouve tout le formidable et on y trouve toute la médiocrité. Mais mon cher Daniel, qu'est-ce que c'est que la vie sinon l'indissociabilité de la merde et des étoiles? Belle définition. C'est absolument consubstantiel. Mais je voudrais dire, moi, d'abord, que vraiment, je voudrais remercier Daniel Guichard, parce que non seulement il chante vrai, mais ça on le sait depuis 60 ans, mais il parle vrai, et franchement ça fait un plaisir fou. Et Daniel, vous allez chanter quelque part là? Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Non, là je suis en train de faire le chanteur qui écrit des chansons, à part Barbezieux. Le 31, c'est le 31 octobre. Ouais. 31 août, excuse-moi, je l'ai. 31 août, c'est un samedi à 18h. C'est la seule chose que je faisais pendant l'été, parce qu'il faut écrire des chansons, il faut préparer le futur. Et vous serez où le 31 août? À Barbezieux. À Barbezieux. À la exposition de Barbezieux, que j'ai déjà faite 2 fois en 25 ans. Ouais. Formidable, c'est le grand livre de Jacques Chardon, Le bonheur à Barbezieux. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose, nous y serons. 31 août, je serai rentré, je viendrai. On a une auditrice, André, qui veut parler à Daniel. Patricia, qui nous appelle depuis Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Oui. Et merci d'avoir sélectionné mon appel. J'ai appelé X fois depuis 4 ans que je connais la radio. Alors merci André Berkoff aussi. Merci à Daniel Guichard pour son parler vrai, comme vous avez dit tout à l'heure. Et là, c'est quand même assez rare. Et je reviendrai ce que vous avez souligné, André Berkoff, c'est que grâce au réseau, quand même, on a des infos autres. Moi, depuis 4 ans, j'écoute Sud Radio et d'autres radios, mais plus du tout la télé. Oui, d'accord. Ça ne nous sert à rien. D'accord. Et c'est bien en tout cas, Patricia. Écoutez-nous, écoutez les alternatives, et surtout creusez. Il faut creuser. Voilà, et en tout cas, merci pour vous deux de votre engagement. Merci beaucoup. Daniel Guichard, merci. Vraiment, C'était un plaisir, André. Et à très bientôt, en tout cas. À bientôt. Merci. Bonnes vacances à vous et bonnes vacances à vos auditeurs. Merci à Daniel vous aussi. Guichard. André, vous vouliez ajouter quelque chose pour cette fin de saison? Oui, je voudrais simplement dire, d'abord, vraiment, on a une saison, je crois, très riche, avec Esteban Rania, avec Thibaut Sadler, avec Manu, qui nous a apporté vos voix. Et d'abord, je voudrais vraiment 3 choses. D'abord, vous remercier de vos encouragements, vous remercier de tout ce que vous nous dites, tout ce que vous nous communiquez, aussi bien sur les réseaux, d'ailleurs sur mon fil Twitter, que ailleurs, que sur le fil de Sud Radio, que sur le fait que vous nous suiviez sur YouTube et partout. Et vraiment, on a vu les chiffres, et les chiffres sont... Je sais pas, je vous remercie, en tout cas, vraiment, et pour Sud, et pour l'émission, la manière dont vous nous suivez, le temps que vous nous suivez, la fidélité dont vous faites montre, c'est extrêmement, émouvant. Je ne saurais trop vous remercier. Et je vous dirais aussi, vous savez, on a tous, c'est normal, dans les médias, des pressions diverses et variées. On nous rappelle à l'ordre telle ou telle institution, par exemple, sur le climat, ou sur le Covid, etc. Mais je rappelle que nous avons question à tout.
Nous n'avons pas, si vous voulez, dans ces domaines-là, je rappelle que la science n'est pas une vérité révélée, la science n'est pas une religion, que telle ou telle institution ne peut pas prétendre jamais au monopole de la vérité, que ce soit le GIEC ou autre. Il n'y a pas de vérité révélée en science. Il n'y a pas de médecins qui sont les bons médecins et d'autres les mauvais médecins. Il n'y a pas que les médecins de plateau et les autres qui sont vilipendés. Il n'y a pas des gens qui doivent être condamnés à l'invisibilité. C'est ça le plus grave. Il y a des gens formidables, des savants, des gens du CNRS et tout ça, que pendant des mois et des années, on a invisibilisé. On a frappé du sceau de l'infamie. On a frappé effectivement de l'opprobre. Non, non, non. Et qui leur disait ça? Des gens qui n'existent rien, des philosophes, des faux ou des vrais philosophes, des gens qui ne connaissent rien au domaine dont on parlait et qui donnaient, voilà, leur avis. Tel est bien, tel est mauvais, tel est bon, tel est mauvais. Et nous avons été, effectivement, on a essayé de faire taire un certain nombre de gens, que ce soit des pharmaciens ou des médecins ou des soignants ou autres, qu'on a suspendus et autres. Et nous, je vais vous dire, on est là pour non pas dire la vérité, justement, on va pas jouer comme les autres, pour poser des questions, pour enquêter, pour savoir ce qui se passe, et pour ne pas dire « Ah oui, tel est dans le camp du bien », tel est dans le camp du mal. Cette espèce de pensée binaire qui règne trop, et dans trop d'endroits, et dans trop d'institutions qui devraient être attachées à la liberté d'expression, et non pas à l'étouffement, non pas à faire les étouffoirs. C'est ça, nous, notre mission. Et moi, si je suis là, c'est pour ça, sinon je ne vois pas à quoi on sert. Voilà. Et n'oubliez jamais que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est valable pour vous comme pour nous. Et très 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 bonnes vacances et évidemment, j'espère, à bientôt. Et bonnes vacances à vous, André. Merci au nom de toute l'équipe de nous avoir fait vivre une saison riche en intensité, en émotion. Et merci à tous les invités d'être venus, tous les auditeurs de nous avoir appelés, surtout 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler. Berkoff dans tous ses états, ça continue dès demain avec Philippe David entre midi et 13h. Puis la semaine prochaine, André Berkoff, vous serez avec Céline Alonso demain quand même pour la culture. Absolument. Et ne ratez pas l'émission de demain, 13h, 14h, la culture dans tous ses états. C'est des révélations incroyables sur la gestion des Jeux Olympiques. Incroyable, vraiment. Donc 13h, 14h aux côtés de Céline Alonso et demain, Philippe David sera aux commandes de midi à 13h à demain sur Sud Radio. Tout de suite, c'est Brigitte Lay. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.